Lorsqu'ils parlent d'euthanasie, ils vous disent « j'ai besoin de votre amour ». J'en suis intimement convaincu par expérience. Vous sous-entendez que les gens qui veulent passer à l'acte, c'est en raison d'une absence d'amour, d'un manque d'amour. Mais notre monde manque d'amour. Notre monde manque. Mais je vous parle de ces infiniment. personnes-là, plus précisément, et Serge. ces personnes en particulier. C'est ce que vous ressentez, vous? Ah, mais c'est ce que je vis régulièrement. Regardons autour de nous. Où est l'amour dans cette société ? Il y a un an, il faisait le buzz sur Internet avec un entretien décapant sur la franc-maçonnerie qu'il avait réservé aux médias RITV. Plus d'1 500 000 vues à ce jour. Catholique, ancien franc-maçon, Serge Abad Gallardo revient aujourd'hui. Il nous a réservé l'exclusivité de son dernier livre, Les manœuvres de la franc-maçonnerie pour le droit à mourir. Nous avons rencontré Serge Abad Gallardo à Orléans. Serge Abad Gallardo, bonjour. Bonjour. Alors après « Je servais Lucifer », vous faites encore parler de vous, Serge Abad Gallardo, avec la sortie d'un nouvel ouvrage consacré cette fois à un sujet aussi douloureux que polémique, puisqu'il s'agit de l'euthanasie. Une première chose, si vous le voulez bien, c'est le titre de votre livre. On va vous traiter tout de suite de complotiste. On va vous dire, ça y est, Serge Abad Gallardo recommence avec ça. Je n'en doute pas. Je suis convaincu que nombre de francs-maçons vont être persuadés que je fais une fixation sur la franc-maçonnerie et que je leur veux du mal. Est-ce le cas, Serge Abad Gallardo ? Non, absolument pas. Puisque je pense écrire et donner des conférences à la fois pour les profanes, entre guillemets, mais également pour les francs-maçons eux-mêmes. Tant je suis persuadé que nombre de francs-maçons n'ont pas véritablement compris les réels objectifs de la franc-maçonnerie. Il n'y a pas d'idée complotiste chez moi. Néanmoins, je suis quand même troublé, puisque des choses dont j'avais pris conscience à l'époque où j'ai quitté la franc-maçonnerie se révèlent de plus en plus prégnantes aujourd'hui, de plus en plus importantes. Et il faut que j'en parle, il faut que je le dise. Les faits parlent d'eux-mêmes. Lorsqu'on lira, je l'espère, mon livre, on s'apercevra que la franc-maçonnerie est à la manœuvre derrière l'idéologie mortifère qui tente à vouloir imposer l'euthanasie dans la loi française. Ça n'est pas moi qui l'invente. Dans mes conférences ou dans mes livres, j'écris, je dis ce que j'ai compris, je dis ce que j'ai vu de la franc-maçonnerie, mais je le confirme systématiquement par des écrits maçonniques ou des écrits dignes de foi, des références qui démontrent que la franc-maçonnerie est bien active dans le domaine de l'euthanasie. Alors, quelles preuves pouvez-vous présenter, apporter ? Bien, la première preuve, c'est que le tout premier projet, ou plutôt proposition de loi, puisqu'il était sénateur, qui a été enregistré aux assemblées, date de 1976, et c'est le sénateur Henri Caillavet qui en est le rapporteur, ou du moins même l'auteur. Donc cet homme a été décrit, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Romero, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui, dans une interview accordée à un journaliste, expliquait que M. Caillavet était l'un des derniers grands francs-maçons, également homme politique. Donc on voit bien que les idéaux de la franc-maçonnerie viennent s'inscrire dans l'idéal de la population française. Donc là, vous faites référence à un texte de Caillavet en 1976. Il y a eu d'autres événements, selon vous, qui tentent à prouver que l'euthanasie fait partie du programme de la franc-maçonnerie. Ah oui, alors il y a des choses que les gens ignorent, parce que ces choses-là se passent dans les loges. Je possède ce qu'on appelle une planche maçonnique, c'est-à-dire un écrit maçonnique, où l'auteur fait l'apologie de l'euthanasie.
C'est une planche qui date de 2004. Cet auteur, ce franc-maçon, qui rédige cette planche, fait l'éloge de l'euthanasie alors même qu'il décrit une situation où la personne ne souffre pas. Et d'ailleurs, si je paraphrase ce texte, vous ne souffrez plus, les antalgiques sont là, à la demande. Mais vous en avez assez de cette vie. Donc on voit bien que derrière l'idéologie maçonnique, il y a la volonté de maîtriser le moment où l'homme décidera de mourir. L'euthanasie n'est pas un objectif en soi. L'euthanasie est un objectif, ou du moins la légalisation de l'euthanasie, est un objectif parallèle, subsidiaire, mais qui vient renforcer l'essentiel de l'idéologie maçonnique, de la doctrine maçonnique, qui est l'obtention un jour, c'est une utopie, mais la franc-maçonnerie compte bien instaurer ce règne, le règne de l'autonomie personnelle absolue. Vous dites, Serge Abad-Gallardo, qu'il y a 40 ans déjà que la franc-maçonnerie travaille à imposer dans les lois françaises l'euthanasie. Mais n'est-elle pas déjà, dans les faits, une réalité ? L'euthanasie a une réalité aujourd'hui en France. Serge Abad-Gallardo va faire référence ici à l'affaire très douloureuse Vincent Lambert. Vous vous souvenez forcément de ce dossier tant il a été surmédiatisé par la presse depuis ces 10 dernières années. Vincent Lambert, c'est donc ce jeune homme, âgé à l'époque de 32 ans, qui à la suite d'un grave accident de la route dans la région de Reims, s'est retrouvé plongé dans un coma végétatif. On parle d'état possi-relationnel. En avril dernier, sa mère, Viviane Lambert, que l'on voit ici sur ces images, va écrire une lettre tout à fait déchirante à Emmanuel Macron. Elle va dire au chef de l'État « Mon fils n'a pas mérité de mourir de faim, il a été condamné à mort, il n'a pourtant commis aucun crime. » On voit bien aujourd'hui dans le courrier qu'il s'agit bien de mettre à mort un homme innocent, un homme qui n'est pas en fin de vie, mais au sujet duquel la loi actuelle permet qu'on puisse procéder par une sédation profonde maintenue jusqu'au décès et que parallèlement, on puisse également supprimer l'hydratation et l'alimentation qui sont, depuis la loi Claes-Leonetti de 2016, comprises comme un soin. C'est là où est aujourd'hui la possibilité d'euthanasier les personnes. Il y a, je crois, 1 millier ou un peu plus de personnes qui sont en état possi-relationnel, qui est l'état de Vincent Lambert, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le coma, ils sont dans un état de conscience altéré, mais ils sont vivants. Et aujourd'hui, si le juge administratif, me semble-t-il, en tout cas si le juge, si les tribunaux décident que la décision du médecin de mettre fin à la vie de Vincent Lambert est légale, eh bien, il n'y a aucune raison pour que le millier de personnes qui sont en état de conscience altérée ne soient pas euthanasiées, même si on n'emploiera pas le terme. Il n'y a pas eu encore de loi votée sur l'euthanasie en France, Serge Abad-Gallardo, mais vous dites qu'elle existe déjà dans les faits. Elle existe dans les faits à partir du moment où la loi Leonetti permet une sédation irréversible, c'est ça ? Tout à fait. Je crois que les personnes pourraient être troublées, en tout cas moi je l'ai été quand je l'ai découvert, de constater qu'entre le moment où la proposition de loi Claes-Leonetti, qui n'est pas arrivée par hasard, on voit bien qu'il y a une manœuvre maçonnique, je le démontre dans mon livre, qui est à l'origine de l'intervention de cette proposition de loi, puisque la loi précédente de 2005 suffisait largement à régler un certain nombre de problèmes. Du reste, on ne réglera pas les problèmes de fin de vie par une loi, c'est mon sentiment profond. Eh bien, lorsque cette loi arrive en tant que proposition, elle a une formulation particulière sur la sédation profonde. La sédation profonde étant une terminologie issue de documents maçonniques qui avaient été envoyés à l'époque, je crois me souvenir que c'est au Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, de la part, je crois, de la Grande Loge féminine française, de la part également d'autres obédiences. Eh bien, cette terminologie, on va la retrouver lorsque la loi revient à l'Assemblée et même lorsque la loi a été envoyée au Sénat. Donc il s'est passé quelque chose entre-temps, qui est de l'ordre de l'amendement. Et je décris bien dans le livre que des parlementaires nous expliquent aujourd'hui que la franc-maçonnerie intervient en sous-main. Ce n'est pas quelque chose que j'invente.
Des dignitaires francs-maçons, Fred Zeller, Pierre Simon, nous l'ont expliqué, je vais les paraphraser. Les frères qui sont également parlementaires ont vocation à porter aux assemblées l'idéologie maçonnique. Est-ce que vous avez toujours une influence politique ? Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Où ça ? Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. À ce sujet, dans votre ouvrage, Serge Abad-Gallardo, vous écrivez, je reprends un passage de votre ouvrage. C'est ainsi que Manuel Valls, qui fut initié dans la loge du Grand Orient de France, ni Dieu ni maître, situé à Évry et dont j'avais connu certains membres au cours de l'année 92, encourageait François Hollande à soutenir l'élaboration d'un projet de loi sur l'euthanasie. Il est donc important que la gauche fasse avancer les choses. La réciprocité entre cette imposition d'une loi sur l'euthanasie et la franc-maçonnerie est pour vous, et donc le pouvoir politique, est donc pour vous sans contestation possible. C'est évident. Lorsque nous voyons au Conseil économique et social la nomination de 2 personnes qui ont été des grands maîtres du Grand Orient, qui sont donc des dignitaires de la franc-maçonnerie, en l'espèce M. Guglielmi et M. Keller, qui sont désignés en tant que personnalités compétentes. C'est la terminologie qui est employée. Je me pose la question de la compétence de ces personnes-là. Que je sache, ni l'un ni l'autre ne sont médecins, ni l'un ni l'autre n'ont une compétence médicale en matière de fin de vie. Ils sont simplement, si j'ose m'exprimer ainsi, les anciens dignitaires, donc hauts représentants de la franc-maçonnerie ou d'une obédience maçonnique française. Je rappellerai que la franc-maçonnerie, c'est 0,3% de la population française et que les gens qui se disent catholiques en France sont 65%. Donc la représentativité, en particulier sur le domaine de l'euthanasie de M. Keller et de M. Guglielmi, ne me semble pas établie, sauf à vouloir prendre en compte, au sein du Conseil économique et social, le point de vue de la franc-maçonnerie. Mais n'entendez-vous pas beaucoup de gens, Serge Abad-Gallardo, qui disent aujourd'hui, qui s'expriment dans les médias en disant, et qui ne portent évidemment pas forcément les idées qui sont les vôtres, la souffrance n'est pas tolérable, il faut mettre un terme à cette souffrance-là. Alors, c'est un argument qui a été utilisé pour l'avortement. Encore une fois, je ne relie pas à titre personnel l'avortement et l'euthanasie. C'est un grand maître, le grand maître actuel d'ailleurs du Grand Orient, qui l'a fait. Je le démontre dans le livre, je le cite. On peut prendre d'ailleurs un certain nombre d'écrits maçonniques où on voit bien que les dignitaires de la franc-maçonnerie œuvrent pour l'euthanasie comme ils ont œuvré pour l'avortement. C'est-à-dire qu'on prend des cas extrêmement limites où certes il y a une douleur, où certes il y a une souffrance, et ensuite on en fait une norme. Voilà, on essaie d'en faire une norme applicable à chacun. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la loi Leonetti, même dans sa version de 2005, la souffrance et la douleur n'existent plus. Je peux en témoigner en tant que membre bénévole d'une aumônerie catholique. Je suis affecté aux soins palliatifs et aux fins de vie depuis 6 ans. Je n'ai pas vu une personne mourir dans la souffrance ou dans la douleur. Les médications qui sont administrées sont largement suffisantes. Les personnes sont conscientes, bien entendu sous l'effet d'une médication, et ils ne souffrent pas. Donc aujourd'hui, l'argument, et on le voit bien dans le discours de la franc-maçonnerie, l'argument qui est utilisé par les dignitaires et les partisans de l'euthanasie, évidemment, c'est reporté sur la population qui entend ce discours sans le discerner exactement ce qui se cache derrière. Eh bien, le discours de la franc-maçonnerie aujourd'hui tient de moins en moins compte de la souffrance, de la détresse, mais se focalise beaucoup plus sur la liberté de choix. C'est le cas d'une personne que je cite également dans mon livre, qui explique simplement qu'elle est en parfaite santé, qu'elle a 75 ans, mais qu'elle a prévu, elle a déjà pris son rendez-vous pour 2020 en Suisse pour décéder à l'aide d'un suicide assisté, parce que, dit-elle, je ne veux pas
avoir une bouche de grenouille, sentir mauvais et sentir le vieux. Voilà aujourd'hui où on en est. Mais qu'est-ce que vous dites, vous, Serge Abad-Gallardo? Qu'est-ce que l'homme que vous êtes aujourd'hui, catholique, répond à ça? Eh bien, je dis que parfois, je suis rentré dans des chambres où des gens avaient des cancers. Ces gens étaient sous chimiothérapie. Et la chimiothérapie fait vomir. Ça sentait le vomi. Eh bien, ces gens-là, je leur prenais la main et ils n'étaient pas indignes. Au contraire, la dignité est un regard que nous portons sur l'autre. Si nous considérons qu'une personne âgée a une bouche de grenouille et qu'elle sent le vieux, à ce moment-là, nous sommes des barbares. Et il faut faire comprendre à cette personne ce qu'est l'amour de Dieu, que nous portons en nous. Et moi, cette personne, j'ai de l'amour pour elle, j'ai de la compassion. Et je regrette de ne pas la rencontrer, parce que je lui ferai comprendre certainement, bien tout simplement, que je peux l'aimer, et que beaucoup de gens peuvent l'aimer. Vous dites que... c'est comme ça que j'entends vos propos, Serge Abad-Gallardo. J'ai l'impression que la définition que vous donnez de l'humanité en tant que catholique pratiquant et la définition de l'humanité que donnent les francs-maçons n'a pas le même sens. Pourquoi pensez-vous que j'ai quitté la franc-maçonnerie? Mais tout simplement parce que la conception maçonnique de la vie, de l'existence, je dirais de la philosophie de vie, de la quête, n'est pas du tout la même que celle de l'Église. La franc-maçonnerie, c'est un hédonisme. C'est-à-dire que c'est une autonomie personnelle, de manière un peu triviale, je fais ce que je veux quand je veux. L'Église, c'est j'ai un devoir envers Dieu et envers l'humanité. Et ce devoir me contraint. Alors, la contrainte, c'est tout à fait opposé. C'est l'opposition par rapport à l'autonomie. Mais c'est ça que vous vouliez dire tout à l'heure, Serge. L'humanité n'a pas, le mot humanité n'a pas le même sens selon que l'endroit où l'on se place, du côté de la franc-maçonnerie ou du côté du catholique. Ah mais bien entendu, ça n'est pas du tout la même conception des choses. Même si, lorsque je dis cela, je ne mets absolument pas en cause les francs-maçons eux-mêmes. Il y a des gens qui doivent avoir les mêmes conceptions. Je parle de la doctrine de la franc-maçonnerie. Cette doctrine dont je témoigne et dont je cite les écrits. Dans la presse ce matin, mardi 18 septembre, on apprend qu'un médecin belge du nom d'Yves Delocht alerte l'opinion publique et il s'alarme. De plus en plus de Français demandent à mourir en Belgique. Yves Delocht raconte dans cet article qu'il a déjà pratiqué une 50aine d'euthanasies. Est-ce que ce genre d'article vous surprend? Vous y verriez une manœuvre derrière ce genre d'article aujourd'hui? C'est une stratégie, indéniablement. On reprend les mêmes arguments que ceux qui ont été utilisés pour l'avortement. À l'époque, dans les années 75, 70, seules les femmes aisées, pouvant se rendre dans des pays étrangers pour avorter, peuvent le faire, et la majorité de la population est obligée de subir. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose qui est dite par des francs-maçons ou leurs acolytes, je dirais, ce qu'on appelle les maçons sans tablier, c'est-à-dire ceux qui partagent l'idéologie maçonnique. Aujourd'hui, on nous dit, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez pas partir en Belgique. C'est un argument qui est faux. Quel est le prix d'une euthanasie en Belgique? 50 €. Quel est le déplacement? J'ai donné des conférences à Lille. C'est 200 ou 250 € en TGV, Narbonne-Lille, quelque chose comme ça. Bon, donc je crois qu'il faut arrêter de mentir aux gens, tout simplement. Aujourd'hui, je peux témoigner d'une dame que j'ai rencontrée en fin de vie, qui m'a dit « Je ne supporte plus de vivre, est-ce que ma vie vaut encore quelque chose ? J'ai bien envie d'aller... » Si j'avais les moyens, j'irais en Belgique me faire euthanasier. Que lui avez-vous répondu? Mais je lui ai dit, mais il me semble, madame, que vous êtes retraité, vous êtes ancien officier de l'armée, vous devez certainement avoir une retraite conséquente, en tout cas suffisante. Je pense que le voyage en Belgique, vous pouvez l'envisager financièrement. Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, oui, c'est vrai, mais je vais y réfléchir. Et les derniers entretiens que j'ai eus avec cette dame ont démontré que c'était un appel au secours, puisque elle m'a dit, bien écoutez, je vais me rendre à ma famille à Albi, j'espère que vous viendrez me voir. Voilà. Vous savez, les gens, en tout cas, autant que je puisse en juger par mon expérience personnelle, lorsqu'ils parlent d'euthanasie, ils vous disent « j'ai besoin de votre amour ». J'en suis intimement convaincu par expérience.
Vous sous-entendez que les gens qui veulent passer à l'acte, c'est en raison d'une absence d'amour, d'un manque d'amour. Mais notre monde manque d'amour. Notre monde manque. Mais je vous parle de ces infiniment. personnes-là, plus précisément, et ces personnes en particulier. C'est ce que vous ressentez, vous? Ah, mais c'est ce que je vis régulièrement. C'est ce que je vis régulièrement. J'ai vu des personnes, vous savez, quand on est, on est atteint d'une grave maladie, le médecin vient vous dire, bon, l'issue est fatale. Et elle est fatale à court ou à moyen terme. Nous pouvons arrêter la médication parce que les médicaments ne servent plus à rien, votre maladie a gagné. Maintenant, nous allons soulager la souffrance et la douleur. C'est pas neutre, hein? Eh bien, je rencontre des gens qui sont dans cette situation. Évidemment, ils passent par un certain nombre de phases. Ces phases sont toujours les mêmes. On n'accepte pas, on lutte, on refuse, on est dans le déni. Mais en fait, il s'agit avant tout d'accompagner ces gens dans ces différentes phases. Et je peux garantir que la dernière phase, c'est une sorte de complicité amoureuse. Au sens noble du terme, j'ai vécu des histoires d'amour avec des hommes et des femmes sur le plan spirituel. Ce sont des gens qui sont devenus mes amis. Et je pense avoir été leur ami. Vous savez, quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous entrez dans une chambre, vous le suivez pendant 2 mois, pendant 2 semaines. Et lorsque vous terminez, vous prenez sa main. Et il part en vous regardant. Il n'est pas indigne. Et vous non plus. Vous n'êtes pas son bourreau. Vous l'accompagnez sur un chemin que lui seul peut prendre, qui est le chemin du mystère, ce mystère que la franc-maçonnerie refuse de voir. Pour la franc-maçonnerie, il n'y a pas de mystère, il y a des secrets. Voilà. Voilà encore une différence énorme entre la doctrine de l'Église et la doctrine de la franc-maçonnerie. Donc les secrets, c'est fait pour être compris, surtout pas divulgué. Le mystère, c'est Dieu. Il se révèle. Dernière question, Serge. Un avis du Comité consultatif national d'éthique doit être rendu dans les prochains jours sur une possible évolution du droit français. Qu'en attendez-vous, Serge? Bien, j'espère. Je n'ai pas beaucoup d'illusions, mais l'espérance fait partie de la foi. J'espère que ces personnes vont ouvrir les yeux. J'espère qu'ils vont cesser de regarder les êtres humains comme des individus qui font partie d'une société au même titre que les matériaux font partie d'un édifice, ce qui est la terminologie maçonnique habituelle. Les êtres humains ne sont pas des choses interchangeables. Nous avons tous nos personnalités, nous avons été créés uniques, et j'aimerais bien que ce comité prenne conscience que l'avis qui sera rendu sera important pour chaque personne. Alors, on ne gère pas, n'en déplaise à certains, une société comme on gère une entreprise. Et encore, ce dont je me souviens dans mes cours d'économie, c'est que pour qu'une entreprise marche bien, le facteur humain est déterminant. On ne remplace pas les employés. En tout cas, pas en tant que... Ce ne sont pas des machines, voilà. Il y a une dimension humaine qui manque dans notre vie. Vous parliez du manque d'amour tout à l'heure. Fatalement, quelqu'un qui est atteint d'une maladie grave est en manque d'amour bien plus que les personnes bien portantes. Regardons autour de nous. Où est l'amour dans cette société? Je rappelle le titre de votre livre, « Fin de vie, les manœuvres de la franc-maçonnerie pour le droit à mourir ». Merci beaucoup, Serge Abad-Gaillardi. Merci à vous, Armel.